On va reprendre notre présentation. Je pense qu'on a eu un petit problème technique. Alors, merci à nos invités d'être ici présents. Je vous invite, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire. Écoutez, est-ce que on a ici des participants. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main? Est-ce que vous nous voyez bien tous? N'hésitez pas à lever la main sur votre panneau de contrôle. Alors, on veut vous entendre, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main sur le panneau de contrôle. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Alors, je vais refaire la présentation de nos invités au cas où certaines personnes se sont jointes un peu en retard et pour, évidemment, que vous puissiez mieux connaître, évidemment, le sujet d'aujourd'hui qui est comment l'assurance collective peut contribuer à vos stratégies d'embauche. Et j'ai avec moi deux invités pour en parler qui connaissent bien cette question. Et aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'embauche et de rétention de main-d'œuvre, l'assurance collective peut jouer un rôle. Et donc, je vous présente sans plus tarder Madame Monette Malewski, donc du groupe Bacal, et je vais vous laisser y aller présenter notre deuxième invité. Bon, alors bonjour encore tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, comme Anne-Marie a dit, je suis Mme Malewski et je suis la présidente d'une boîte de courtage d'assurance où nous faisons beaucoup de choses dans l'assurance, mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'assurance collective et je travaille étroitement avec une partenaire stratégique et c'est Pipi. Eric David est vice-président de Pipi Collective pour l'Est du Canada et sans retarder, je vous présente Eric. Merci, Monette. Bonjour tout le monde. Donc, juste brièvement, comme Monette a mentionné, mon nom est Eric David. Je travaille dans une firme nationale de consultation qui s'appelle PPI et mes responsabilités sont dans le volet de l'Est du Canada. Alors, pour une question de s'assurer d'avoir le temps pour la présentation, on va débuter tout de suite. Bien sûr. Alors, je demande à tous les gens un petit moment et voilà, notre présentation va débuter. Alors, Eric, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, rebonjour. Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous donner et de vous offrir, juste essayer de... Oui, on va faire un test, voilà. Alors, comment vous différencier en ce qui a trait vos stratégies d'embauche, mais aussi dans le volet de rétention, parce que l'on sait que si on offre quelque chose dans l'embauche, si on est en mesure de le faire aussi à l'interne, ça aide nos stratégies de rétention. Alors, le but de la présentation, c'est de vous présenter certaines stratégies qui pourraient différencier votre offre, mais sous le contexte de voir l'assurance collective sous un autre angle. Non pas juste les taux et l'expérience de votre régime. On prend pour acquis que c'est un sujet que vous abordez avec vos intermédiaires. Vous recevez évidemment beaucoup d'appels à ce sujet-là aussi. Mais notre but principal aujourd'hui, c'est d'aller à l'extérieur de ces zones-là. Alors, pour la mise en place, bon, alors, la majorité des entreprises au Québec, comme on le sait, souffrent énormément de pénurie d'embauche et de main-d'œuvre. C'est le même principe dans notre industrie aussi. Dans le domaine de l'assurance, toutes les entreprises vivent les mêmes difficultés. L'assurance collective prend une plus grande place, une plus grande importance. La rémunération globale s'élargit, que ce soit de vouloir payer des gens par des bonus, des commissions, des allocations de voiture, toute forme de bonification. Le salaire n'est qu'une composante pour beaucoup d'entreprises, pas toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises. On essaie de trouver des idées à comment est-ce que l'on peut recruter des gens. Les besoins générationnels sont très différents. Évidemment, une personne de 20 ans ou une personne de 50 ans n'ont pas les mêmes besoins. On parle beaucoup aussi depuis plusieurs années de la réconciliation famille-travail. Et les employeurs cherchent à se démarquer, quelle que soit la définition de se démarquer. Pour aujourd'hui, le volet, c'est l'assurance collective. Les coûts en assurance collective, évidemment, ne cessent d'augmenter. Bon, dans les années 80-90, c'était peut-être moins important, pour ça ne l'était pas, mais ça devient de plus en plus important depuis 10 ou 15 ans parce que ça gruge dans les augmentations de salaire qu'on donne aux employés. Donc, c'est un impact qui devient moins négligeable. Alors, pour l'assurance collective, juste pour faire un sommaire très bref, on parle de protection d'assurance vie, décès, d'invalidité, de soins médicaux et de soins dentaires. Les coûts au Québec, j'ai bien au Québec, sont généralement partagés entre les employeurs et les employés. Les offres des assureurs sont principalement les mêmes. C'est vous, en tant qu'employeur, qui décidez votre régime et c'est les assureurs qui vont vous présenter des offres par rapport aux protections que vous avez en place ou les options que vous voulez.
juste à faire. Oui. On a un petit problème de souris. Voilà. Ici. La souris ne sourit pas. Le budget de l'assurance collective est géré à l'extérieur de la masse salariale. Ce que l'on veut dire par ça, c'est que souvent, on regarde le volet pécunier de l'assurance collective tout seul. Les augmentations de l'assurance collective, on ne les compare pas à nos coûts sur la masse salariale qui composent plusieurs autres coûts. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'on va ramener ce cercle d'assurance collective à l'intérieur de la masse salariale pour voir les choses un petit peu différemment. Et l'approche au Québec est très différente, vous avez dans le reste du pays. On a plus une tendance à vouloir partager les primes au Québec que dans le reste du pays. Pourquoi au Québec, on regarde l'assurance collective comme plus un coût, et dans le restant du pays, on regarde ça beaucoup plus comme un avantage. Ça fait partie de la rémunération globale. Alors, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que l'on va aborder aujourd'hui? C'est quels sont les moyens de réduire les impacts fiscaux de l'assurance collective? Il y en a au Québec, puisque l'on partage les primes avec les employés. D'insérer un volet de flexibilité sans coût supplémentaire et de moderniser le régime avec des solutions non collectives. Question de temps, on va aborder vraiment juste une solution pour aujourd'hui. Alors, réduire les impacts fiscaux. Fait, la prime est payée par les employés à partir d'un revenu net. Je sais que j'apprends rien à qui que ce soit, mais c'est pour mettre la table pour vous voyez où est-ce qu'on se dirige. Chaque garantie a sa propre implication fiscale. Quelles sont les possibilités? D'éliminer le coût des primes d'assurance collective aux employés. Donc, vous pouvez vous imaginer que si vous êtes en mesure d'informer vos employés qui n'auront plus à payer l'assurance collective, je pense qu'il va y avoir des bons commentaires et les gens vont être très contents. Insérer la prime payée par les employés au budget de l'employeur sans coût supplémentaire. Donc, ça, c'est une partie intégrale de la stratégie où même si la prime est prise en charge par l'employeur, ça ne coûte pas plus pour l'employeur. Simplifier la gestion administrative pour l'employeur. Évidemment, lorsque vous payez 50-50, ça implique une panoplie de gestion administrative. Imaginez un monde où vous payez 100% de la prime. Impact sur les stratégies d'embauche et rétention. Alors, pour l'embauche, si vous payez 100% des primes, vous pouvez imaginer que l'employé va être très heureux de savoir qu'il n'a pas ou elle n'a pas à payer les primes. La rémunération globale de l'employé augmente. Et on n'a pas de surprise au premier chèque de paye. Alors, lorsqu'on est embauché, on se fait donner un salaire, on reçoit notre chèque de paye. S'il n'y a pas eu de conversation, généralement, il n'y en a pas de conversation du coût précis de l'assurance collective. L'employé s'attend à un certain revenu net et à la fin, il dit « Ah, c'est pas ce que je m'attendais parce que vos coûts sont très élevés. » Sur l'aspect rétention, les employés ne payent plus les augmentations d'assurance collective. Donc, cette stratégie que l'on va aborder, on ne pourra pas aller en très grand détail, mais vous allez quand même comprendre le principe, aide quand même dans l'embauche, mais aide aussi les employés qui sont déjà à l'emploi de votre entreprise. Et il y a moins de pression en ce qui a trait, on le sait depuis au moins une dizaine d'années, que beaucoup d'employeurs, à cause de l'augmentation des coûts, ils ne savent pas nécessairement quoi faire, donc ils réduisent les protections, ils réduisent pour contrôler les coûts, pour ne pas affecter les employés. Mais là, on commence à avoir le dos un petit peu sur le mur, à dire nos protections, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Alors, c'est vraiment cette bataille entre les coûts et la valeur du régime. Alors, comment est-ce que l'on réduit les impacts fiscaux? J'ai été très vite sur ma dernière topo, je m'en excuse. Fait. Alors, on recommence juste pour remettre la table. La prime est payée par les employés à partir d'un revenu net et chaque garantie a sa propre implication fiscale. Si on regarde les implications fiscales actuelles au Québec, lorsqu'un employé paye une prime, il est évident que c'est un dollar net qui a été utilisé. Donc, c'est après impôt fédéral et provincial. Encore là, je ne vous apprends rien, mais c'est pour mettre la table pour la prochaine diapositive. Si on regarde maintenant la diapositive et le volet, ce qui m'a indiqué à droite, si vous, en tant qu'employeur, vous payez la même prime que les employés payaient avant, si on regarde l'invité de longue durée, en ce moment, beaucoup d'employeurs font en sorte que la prime est payée par les employés pour éviter de l'imposition lors de la prestation, ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose, mais on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui. Mais si on fait payer la même prime de l'invité de longue durée par l'employeur et non pas l'employé, vous pouvez tout de suite voir qu'il n'y a pas d'implication fiscale au fédéral et au provincial. Donc, les impôts que moi, je payais
je gagne ces impôts-là parce que vous payez cette prime-là. Évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets qui suivent après ce volet-là, mais le but de ce diapositive-là, c'est vraiment pour vous que vous voyez que si moi je paye une prime ou si vos employés payent une prime, par rapport à si l'employeur paye la prime, on dégage des économies fiscales. Je vous donne juste un exemple, et c'est sûr, bon, là, il va y avoir deux réactions, une réaction de ressources humaines et une réaction de VP Finance ou de finance ou autre. Il y a l'aspect pécunier qui est très intéressant en ce qui a trait des économies fiscales. Ce que l'on vous démontre aujourd'hui, l'exemple qui est sur l'écran, c'est vraiment un exemple. Il y a d'autres manières de procéder, mais pour que vous puissiez comprendre un petit peu le mécanisme de comment aller chercher les économies d'impôts, on vous présente cet exemple-là. Donc, le fonctionnement, si vous regardez un individu qui gagne 70 000 $ en ce moment de revenus, a toutes les implications indirectes et directes d'impôts et tout le reste. Et le revenu net qui reste, c'est 45 962. Sauf qu'il ou elle a utilisé 2 279 $ pour payer son assurance collective, mais c'est après impôt. Donc, le dollar qui coûte le plus cher, au taux marginal le plus élevé. Alors, ce que l'on dit, il y a moyen de payer pour la prime d'assurance collective d'une autre manière, principalement avant impôt, qui fait en sorte, à travers ce mécanisme, que l'employé gagnerait un montant, dans ce cas-ci, de 509 $, le fait que c'est l'employeur qui va payer pour l'assurance collective. Et on a vu à la dernière diapositive qu'il y a un bienfait en ce qui a trait des impôts si l'employeur paye la prime. Il est évident qu'il y a une structure qui fait en sorte que pour l'employeur, ça ne coûte pas plus. Dans cet exemple-ci, vous voyez que vous, en tant qu'employeur, vous allez percevoir le même montant de prime, mais au lieu de le faire au net, vous allez le faire au brut. Les économies, généralement, sont 30% des primes que les employés payent. Si on prend juste un exemple très général de 100 employés, 200 000 de primes à 50-50, ça veut dire que les employés payent 100 000 $ de primes. Donc, on voit généralement 30 000 $ d'impôts dans ce cas-là d'économies. Et c'est des économies qui sont annuelles. Le mécanisme en lui-même se fait une fois la première année, mais les économies d'impôts sont toujours là à chaque année suivante. Alors, juste pour vous donner une idée, je l'ai fait verbalement, mais une idée beaucoup plus visuelle. 50 employés qui payent 150 000 $ de primes, 50% est payé par les employés et les économies, dans ce cas-ci, seraient de 30% de ce montant-là, donc 22 500 $. C'est des économies récurrentes. Les employés ne payent plus pour l'assurance collective. Alors, le fait que l'on a transféré le paiement total des primes dans les mains de l'employeur, les employés, dans le futur, n'auront pas à payer les augmentations d'assurance collective. Il est évident qu'on va travailler sur d'autres budgets pour que vous, en tant qu'employeur, ça ne vous coûte pas plus. Mais imaginez là, beaucoup plus sur le volet rétention, si vous êtes en mesure de dire à vos employés, tu ne paieras plus jamais les augmentations d'assurance collective dans le futur. On met moins de pression à la consommation. On sait que ce soit dans nos REER, que ce soit dans d'autres exemples, quand je paye pour quelque chose, j'ai envie d'avoir quelque chose en retour. Alors, il y a un effet subconscient que lorsque je paye une prime d'assurance collective, généralement, est-ce que je peux avoir quelque chose? Et une des premières utilisations, c'est, exemple, la massothérapie. Tandis que si on dit, bon, ben, je paye pour tout, généralement, ce que l'on voit, c'est, ah, je l'ai, et si j'en ai besoin, je l'utilise. Le fait de ne pas payer fait en sorte que ça enlève un petit peu cette pression de dire, où est-ce que je peux consommer? Vous pouvez imaginer que la gestion administrative et financière est beaucoup plus simple parce que vous vous occupez de 100% des primes. Il n'y a plus le calcul de 50-50. Le facteur d'imposition est donc aussi beaucoup plus simple à gérer. Évidemment, ça aide dans vos stratégies d'embauche de mentionner aux employés, vous embauchez. Ici, nous, on paye 100% des primes pour nos employés. Donc, ça fait partie de la rémunération globale de vos employés. Il est évident qu'il faut que vous regardiez vos échelles salariales, les autres formes de rémunération que vous avez à l'interne, mais il y a moyen de faire la stratégie et de faire la promotion à l'embauche de tout ce que vous offrez à vos employés. Le deuxième volet, que peut-être certains d'entre vous ont déjà discuté à l'interne, où vous avez déjà eu des présentations, c'est sur le volet de flexibilité. On sait que les besoins générationnels sont très différents. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, une personne de 20 ans ou une personne de 50 ans n'a pas les mêmes besoins. Ça permet aussi de combler les besoins externes du régime actuel.
Vous me voyez faire ça peut-être 2-3 fois. J'ai un petit problème avec mes lunettes aujourd'hui. Mais des régimes d'assurance collective n'ont pas tous des lunettes. Par contre, il y a des gens qui aimeraient bien avoir des lunettes. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être mis sur un régime assuré? Discussion là-dessus. Mais il y a un moyen de le mettre aussi, mais dans un budget qui est fixe. Et donc, ça comble un besoin externe du régime. Ça permet d'avoir un budget fixe et prévisible, non assujetti aux frais inflationnaires. Donc, si vous donnez un montant forfaitaire à quelqu'un, exemple 200 $, mais vous savez que ça va être 200 $ par personne, par nombre d'employés, et vous savez que votre risque maximum, il est calculé. En assurance, c'est toujours un « j'espère que je n'aurai pas un renouvellement trop élevé », vous regardez vos résultats d'expérience, mais là, après ça, il y a l'inflation, l'administration, il y a toutes sortes de choses, tandis que là, c'est vraiment un budget fixe. Ça permet une flexibilité totale quant à la conception, les années de service, les catégories d'employés. Il y a plusieurs manières de mettre ceci en place. Et ça permet aux employés de ne payer que l'impôt provincial lors de l'utilisation. Lorsqu'on inclut quelque chose dans un régime, exemple les lunettes, les personnes qui l'utilisent, c'est bien, mais il y a quand même une imposition sur les primes, que ce soit eux qui payent la prime ou vous, il y a toujours un facteur d'imposition. Et généralement, comme moi je paye une prime, comme on a mentionné tout à l'heure, il y a un facteur provincial et fédéral. Si on met une flexibilité en place où on donne un montant forfaitaire et que je l'utilise, les soins de santé, c'est juste imposable au provincial, donc on a un gain du fédéral. C'est-à-dire que si moi, je paye 200 $ pour mes lunettes, ça m'a coûté 400. Par contre, si je les achète à travers un compte de soins de santé, et vous connaissez le terme, à ce moment-là, je suis juste imposé au provincial. Mais la manière qu'on veut vous présenter ça, c'est de voir quelles sont les approches qui sont discutées et comment vous pouvez faire les choses différemment. Alors, premièrement, on parle d'injection de fonds. Ça veut dire que si vous avez 100 employés et que c'est 100 $, bien, ça va vous coûter 10 000 $ par année. Peut-être que vous avez 10 000 $ par année à injecter pour vous différencier, combler les besoins générationnels et offrir de la flexibilité. Par contre, on va voir qu'une autre manière de le faire. Le problème avec ça, c'est que c'est un coût direct à l'entreprise. Alors, lorsqu'on dit oui, le compte de soins de santé, tout ça, ça m'intéresse, et qu'on arrive avec une facture, on dit pas sûr que mon intérêt est proportionnel au coût. Des fois, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on modifie les protections actuelles pour aller chercher de l'argent. C'est de moins en moins utilisé, mais ça l'est encore. Ce qu'il faut réaliser au Québec, c'est le fait qu'on partage les coûts. Les économies sont déjà dirigées partiellement dans les mains des employés. Alors, cette stratégie-là fait en sorte qu'on prend les économies et on réinjecte les économies dans un compte de soins de santé. Le problème, c'est qu'on réduit les protections. Donc, pour donner d'une main, j'enlève en réalité de l'autre. Je vais vous laisser décider est-ce que c'est logique. Et il y a seulement 50% des économies qui sont disponibles. Si vous êtes un employeur qui partagez vos primes, évidemment, si vous êtes un employeur qui paye déjà 100% des primes, la conversation est complètement différente. La majorité des entreprises au Québec partagent le coût à 50-50. Donc, si je réduis mes coûts et que je sauve 10 000, en réalité, l'employeur, tout ce qu'il a pour réinjecter, c'est 5, parce que le 5 000 a déjà été dans les mains des employés. Vous, en tant qu'employeur, vous avez juste 5. Alors, c'est un petit peu difficile de réinjecter 5 000 quand j'ai détruit le régime ou, pardon, réduit le régime. Ils ont déjà eu de l'argent et il me reste peu pour leur redonner. Donc, j'ai enlevé d'une main et j'ai rajouté de l'autre. Alors, juste pour vous faire voir les choses peut-être un petit peu différemment, on a parlé tout à l'heure de l'aspect de fiscalité, du partage des primes, de regarder les éléments sur la masse salariale. On a toujours tendance, en tout cas dans la majorité des entreprises, peut-être vous faites exception, c'est fantastique, on a toujours tendance à regarder l'assurance collective ici, puis notre masse salariale ici. Alors, quand on a une augmentation de l'assurance collective qui est de 20 %, on crie, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne se compare pas à d'autres choses. Si on ramène l'assurance collective en dessous de notre masse salariale, la perception et le regard du coût de l'assurance collective est très différent. Alors, le compte de soins de santé sans coût supplémentaire. Comment est-ce que l'on peut faire un compte de soins de santé sans coût supplémentaire? Première question, est-ce que vous faites vos ajustements de salaire une fois par année? Vous m'excuserez, si vous êtes une entreprise qui le fait à la date d'embauche, c'est un petit peu plus compliqué, on peut le faire, mais cette stratégie-là, il faut que les ajustements de salaire soient faits une fois par année. Avez-vous de la flexibilité dans votre budget? Souvent, on a des conversations où on demande aux employeurs à dire, bon, quelle a été ton augmentation de salaire l'année dernière, si je prends par exemple 3 %. La deuxième question, c'est, et si tu descendais à 2,8, 2,7, est-ce que tu aurais un impact? Généralement, les employeurs disent non pour 0,3, 0,2, 0,4, peu importe le résultat qu'ils donnent, je n'aurai pas vraiment d'impact parce que je n'annonce pas à tout le monde qu'ils sont exactement la même chose. Ce que l'on fait, c'est que littéralement, on va prendre ce montant-là
et on va le réinjecter d'une manière différente. Encore là, vous pouvez voir que avant, on regarde l'assurance collective ici et la masse salariale là. On ramène les deux ensemble parce que tous les budgets sont en dessous d'une masse salariale de toute façon. Donc, dans l'exemple qui est là, un employeur qui avait 3,4 d'augmentation en salaire, le coût pour donner 200 $ de compte de soins de santé pour 50 employés de 12 250, ce qui inclut tous les frais. Si on regarde le coût de 12 250 et qu'on pense à la première stratégie qu'on a discutée tout à l'heure où c'est un coût direct, on se dit, est-ce que je peux, est-ce que j'ai l'argent, je ne sais pas et tout ça. Mais si on le regarde sous un autre angle, dans un budget, si on a la flexibilité, et beaucoup d'employeurs ont quand même cette flexibilité-là, c'est de dire que si je veux réinjecter un compte de soins de santé de 200 $ pour tout le monde, ça vaut 0,35% de votre masse salariale. Donc, moins de 1,5%. Donc, vous avez deux choix. Vous procédez avec un budget de 3,4 parce que vos pentes salariales, votre compétitivité vous l'oblige, ou une année où vous avez une marge de manœuvre, vous dites, bon, dans le 3,4, je vais prendre 0,35 et je vais donner 200 $ de compte de soins de santé. Vous allez avoir probablement 10 fois plus de retour sur votre investissement en perception des employés, dire, c'est fantastique, j'ai un compte de soins de santé. Votre régime, évidemment, il va être amélioré. On parle de tous les autres bienfaits aussi qu'on a vu dans les autres diapositives. Alors, c'est juste de regarder le coût de certaines choses vraiment dans l'enveloppe totale financière d'une entreprise. Alors, le budget résiduel serait de 3,05. Donc, la question à se poser, est-ce que je peux, avec un budget de 3%, donner quand même les augmentations que j'aimerais donner à mes employés? Est-ce que le 0,35 m'affecte? Pas vraiment. Donc, ce que je fais, c'est que je donne un salaire, puis je donne un compte de soins de santé, et le compte de soins de santé comble énormément de besoins et me différencie en tant qu'entreprise. Évidemment, il y a les gains sur les DAS, parce que ce n'est pas un salaire, et ce n'est imposé qu'à l'utilisation, et l'utilisation en moyenne dans l'industrie de 60 à 70%. Donc, vous mettez de côté le budget, dans ce cas-ci, on parle de 12 000 $ à peu près de budget, et l'utilisation est de 60 à 70%. Les employés n'ont le droit de l'utiliser que pour une période de 2 ans. Donc, c'est une rotation, disons, sur 2 ans. Le fait qu'il n'y a pas 100% des employés qui vont utiliser le montant, il va avoir dans votre comptabilité un montant après 2 ans qui vous revient. Lorsque vous donnez une augmentation de salaire du 0,35, il n'y a rien qui vous revient. Tandis que de ce côté-là, vous avez quand même de l'argent qui vous revient et vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses dans votre entreprise, quels que soient les besoins de chacune des entreprises. Alors, les avantages, juste pour les remettre sur la table parce que c'est très important, et le compte de soins de santé est quand même quelque chose qui est parlé depuis plusieurs années. Avant, c'était vraiment dédié aux grands employeurs, mais maintenant, de plus en plus d'employeurs pour se différencier et combler les besoins générationnels et tout autre. Et autres, on les inclut beaucoup plus dans les régimes d'assurance collective. Permet d'avoir un budget fixe et prévisible. Donc, vous avez vu tout à l'heure que c'est 12 000 ou même moins parce que vous avez un montant après 2 ans qui vous revient. Permet une flexibilité totale quant à la conception par classe d'employés, célibataire, familial. Il y a plusieurs manières de le faire. Et évidemment, ça aide vos stratégies d'embauche en disant à un employé, bien ici, prenons la première stratégie, on paye 100% des primes et en plus, on vous donne un compte de soins de santé de 200 $. Par rapport à un employeur où il vient, c'est 50-50 et il n'y a pas de compte de soins de santé, il est évident que l'assurance collective, soyons francs, ne sera pas l'élément déclencheur dans la décision d'un individu pour venir travailler pour vous. Par contre, si c'est un élément qui est négatif, à ce moment-là, ça peut quand même affecter une décision. Mais ce que l'on veut faire, c'est de s'assurer que l'assurance collective est à un niveau que vous avez besoin pour vous aider dans vos stratégies d'embauche et de rétention en ajoutant certaines stratégies qui sont disponibles. La dernière, c'est une solution non collective. Encore là, peut-être certaines personnes parmi vous ont déjà entendu parler de ce qu'on va vous présenter, c'est la médecine virtuelle. Il y a une compagnie, pour ne pas faire de publicité, qui a commencé dans l'industrie en premier, que beaucoup d'employeurs connaissent le nom, mais je veux juste mentionner qu'il y a quand même plusieurs entreprises maintenant qui œuvrent dans ce domaine-là. Il y a des entreprises de technologie qui cherchent à construire un réseau médical et il y a des réseaux médicaux qui maintenant ajoutent la technologie. Et en réalité, la médecine virtuelle, c'est d'avoir accès immédiatement à l'intérieur d'une demi-heure à une infirmière par le biais de son iPhone, iPad ou son ordinateur pour des problèmes qui peuvent être réglés assez rapidement. Alors, les avantages, premièrement, la majorité des soins de première ligne
peuvent être faits virtuellement. Je veux juste vous dire que personnellement, j'ai déjà, depuis 2 ans maintenant à peu près, utilisé la médecine virtuelle 5 fois. Donc, Donc, vous pouvez imaginer que ça m'a sauvé beaucoup de temps. Deuxièmement, j'ai eu une opinion médicale immédiate. Puis je me souviendrai toujours d'un exemple où j'étais assis dans ma voiture avec mon iPad. Il y avait un dermatologue à gauche et il y avait moi à droite. Et donc, j'étais en attente d'avoir une rencontre et j'ai eu un rendez-vous médical immédiatement dans ma voiture. Pas de perte de temps. Alors, en tant qu'employeur qui nous a donné ça, je suis très heureux parce qu'on s'est occupé de moi rapidement. J'ai eu accès à quelqu'un et même que j'ai eu un appel de mon pharmacien 5 minutes après me disant « Eric, ta prescription est là, tu peux venir la chercher quand tu veux. » Comparativement au monde où à l'époque où des fois à 5h30 je me gelais le matin en face de la CLSC pour avoir mon rendez-vous, pour savoir est-ce que je vais être au bon moment d'avoir mon rendez-vous et tout le reste. Donc évidemment, le monde a changé. La médecine virtuelle, en tant qu'employeur, démontre un signe que non seulement je tiens à toi, mais je veux différencier mon offre, mais aussi je tiens à ta famille. Donc, je veux m'occuper de ton environnement. Alors, évidemment, la productivité augmente et il y a moins d'absentéisme. Exemple, personnellement, j'ai à peu près une vingtaine d'employés. Je sais que par année, il y en a probablement une dizaine ou une quinzaine qui prennent une demi-journée parce que l'enfant a une petite rougeur ou peu importe le sujet. Mais beaucoup de ces sujets-là, premièrement, comme j'ai dit, l'employeur lui-même, il est content parce qu'il a accès à une infirmière immédiatement de chez lui. Mais en tant qu'employeur, sans mettre de pression, évidemment, j'augmente ma productivité parce que la personne est au travail. Et comme on a mentionné au tout début de la présentation, le volet de réconciliation travail-famille prend de plus en plus d'ampleur. Encore là, on va revenir à regarder ça sous un autre angle. Le coût qu'on a indiqué dans l'exemple ici est à peu près de 10 ou 12 ou 15 $, mais c'est juste pour vous donner une idée que pour un employeur de 50 employés, ça coûterait à peu près un quart de 1% de votre budget. Alors si, encore là, on avait parlé tout à l'heure d'avoir un budget de 3,4% et que ça coûte un quart de 1% pour mettre ça en place pour tout le monde, et comme je vous ai mentionné moi-même, je l'ai utilisé 5 fois et je sais que plusieurs employés l'ont utilisé, mais est-ce que ce 0,25-là, il a une plus grande valeur pour vous à mettre dans l'augmentation de salaire totale ou de prendre ce petit morceau-là et de faire quelque chose de différent avec? C'est votre choix, évidemment, parce que chaque année, vous avez des pressions différentes en tant qu'entreprise, des pressions budgétaires, d'embauche ou autres, de différenciation. Mais le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous démontrer qu'il y a certaines manières de voir les choses qui ne sont pas juste sur les taux et juste sur l'expérience. Les taux et l'expérience, c'est très important, les coûts. On ne dénigre pas l'importance des coûts, mais il y a une manière de voir les choses différemment qui pourrait, encore là, comme on a dit, augmenter vos stratégies d'embauche par le biais de certaines stratégies en assurance collective. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et je vais voir votre question ou mon fonctionnement futur. Je me joins à toi, Eric. Merci beaucoup. Écoute, on va aller voir maintenant si on aurait des questions, des gens qui sont avec nous aujourd'hui. J'imagine que oui. En tout cas, moi, il y a des éléments ici, je me demandais, en fait, avec votre grande expérience, qu'est-ce qui est le principal frein à l'introduction, je dirais, de ce type de stratégie-là qui est beaucoup plus modulée, qui est beaucoup plus flexible? C'est quoi le principal obstacle? Et là, on parle à nos gens des PME avec nous là aujourd'hui. Donc, à quoi ça tient? La réponse va peut-être paraître bizarre. En tant que frein, il n'y en a pas. Je pense que le frein est beaucoup plus l'industrie en elle-même depuis plusieurs années. 10, 20, moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie. Et au Québec, on a, comme j'ai dit, on a tendance à être différent. On parle toujours de coûts, de taux. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on partage nos primes avec nos employés. Par contre, c'est le fait que ce discours-là existe continuellement, d'avoir un discours stratégique hors collectif sur la masse salariale et ça, c'est juste une question, je crois, que les employeurs n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir ce genre de conversation-là. Parce que les stratégies en elles-mêmes, si vous voyez l'application financière, mathématique ou autre, c'est sûr qu'on a besoin de logiciels pour faire les calculs des DRS et toutes sortes de choses. Mais je pense qu'il est simple de conceptuellement visualiser que j'enlève un petit morceau pour avoir un plus grand retour sur l'investissement. Donc, c'est juste que je ne pense pas que c'est des conversations qui ont eu lieu autant parce qu'on regarde l'assurance collective sur vraiment les coûts. Okay.
Ben, écoutez, c'est vraiment un sujet fort pertinent et j'imagine qu'il y avait tellement d'informations dans cette présentation-là que vous voudrez sans doute entrer en contact avec notre conférencier d'aujourd'hui parce que je pense que tu nous as démontré par des calculs et tout ça. Je pense que pour un employeur, ça vaut la peine en tout cas de se pencher sur cette question-là et vraiment de se mettre à faire des calculs et on comprend que les coûts sont pas finalement si importants que ça. C'est plus une question de choix. Et c'est une question de comment on regarde les choses. Quand on regarde un budget tout seul et qu'on le compare à rien, il paraît toujours plus grand qu'il ne l'est, possiblement. Mais quand on l'intègre dans un autre budget qui est plus grand, la perception n'est pas la même. Ben, merci beaucoup, Éric. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été